webinaire. C'est parti. Donc, voiture de société ou indemnité kilométrique, comment choisir? C'est la grande question. Voilà. Alors, véhicule de société, indemnité kilométrique, ça veut dire quoi? Ben, si vous utilisez votre véhicule pour votre activité, vous avez le choix entre le mettre sur votre entreprise, c'est-à-dire de mettre la carte grise du véhicule au nom de votre entreprise. C'est donc elle qui va être propriétaire. Alors ça vaut si vous êtes en société, SARL, SAS, EURL. Je mets de côté entreprise individuelle et EIRL, on en parlera après. On prend le U et on met de côté le I, vous verrez pourquoi tout à l'heure. Et la deuxième possibilité que vous avez, évidemment, ce sont les indemnités kilométriques. Une petite indemnité qui vous est versée tous les mois, tous les trimestres, ou tous les ans, en fonction du nombre de kilomètres parcourus. Alors, si vous avez une société, donc qui a un numéro SIRET et qui a un capital, on va la reconnaître comme ça, la société, parce qu'il y en a qui sont EURL et une EURL, eh bien c'est une société. Donc si la carte grise est au nom de votre société, qu'est-ce que vous pouvez passer dans la comptabilité? C'est-à-dire faire payer directement par votre entreprise. C'est un peu l'objectif. Donc voilà, vous avez la liste sous les yeux. Vous pouvez faire payer par la société l'achat du véhicule, sachant que la TVA, on y reviendra un peu tout à l'heure, mais la TVA n'est pas récupérable. Vous ne pourrez pas vous faire rembourser par l'État la TVA si c'est un véhicule particulier, s'il est marqué sur la carte grise VP. Ensuite, l'assurance, ça, si la société en est propriétaire, c'est elle qui le paye directement. Les frais d'entretien et de réparation, les frais de carburant, là aussi, on fera un focus sur la TVA tout à l'heure, et les intérêts d'emprunt, si vous avez pris un emprunt, d'accord? Donc c'est assez clair. Si la carte grise est au nom de la société, voilà tout ce que vous pouvez passer. Et je rajoute, c'est pas marqué, mais les frais de péage. Si maintenant vous versez des indemnités kilométriques, alors retenez bien, comprenez bien ça. Si la société vous verse, votre entreprise vous verse des indemnités kilométriques, ces indemnités, elles couvrent les frais d'achat du véhicule, l'assurance, les frais d'entretien, les frais de carburant et les intérêts d'emprunt si vous avez emprunté. Donc, il n'est pas question de passer dans les charges de l'entreprise des indemnités kilométriques et en plus de ça, des frais d'essence ou d'assurance ou de réparation. Tiens, et je suis en train de penser, il y a le parking aussi. Et le parking, d'accord? Donc, le parking, vous pouvez le passer. C'est comme le péage, vous pouvez le passer de toutes les manières. Donc, tous ces frais-là que vous voyez dans ce tableau, eh bien, si votre entreprise vous a des indemnités kilométriques, évidemment, vous ne pouvez pas vous le passer. Je le dis parce que chaque année, je vois dans les comptabilités, des gens qui passent les deux. Voilà, non, c'est pas possible, c'est soit l'un, soit l'autre. Petit focus, petite parenthèse sur la TVA. La question c'est quand quand la société paye les frais de l'entreprise, quand la société paye les frais de la voiture, donc la carte grise est à son nom, qu'elle paye l'essence, est-ce que vous pouvez récupérer la TVA sur le carburant, essence ou diesel? Eh bien, la loi a changé. Alors, il y a quelques temps, c'était absolument impossible. Eh bien, depuis quelques années, depuis 2017 exactement, les choses ont évolué. Et aujourd'hui, en 2020, vous pouvez récupérer 60% de la TVA si votre véhicule fonctionne à l'essence, 80% s'il est en diesel, et en 2021, ce sera 80%, quelle que soit la motorisation. D'accord? Donc, ça c'est important parce que parfois les frais de carburant c'est assez important, donc sachez-le, c'est nouveau. Donc si vous n'aviez pas pris l'habitude, si vous avez une entreprise depuis un certain temps et que vous n'aviez pas pris cette habitude, sachez que maintenant c'est une directive européenne qui a obligé la France à bouger, vous pouvez récupérer la TVA. Donc évidemment, encore une fois, c'est uniquement si vous êtes dans ce qu'on appelle les frais réels, c'est-à-dire si la carte grise est au nom de votre entreprise. OK pour la TVA? Alors, voilà, on reparlera de la TVA encore un peu tout à l'heure. L'erreur à éviter, je vous l'ai dit, c'est de passer, si la carte grise est est à son nom, de passer l'essence, l'assurance et les réparations par l'entreprise. Voilà, hein. Si
l'assurance est à mon nom, si la carte grise est à mon nom, je perçois des indemnités kilométriques et je ne fais pas passer sur la société des frais de carburant, d'assurance et de réparation. Vous risquez bien évidemment un redressement fiscal si vous le faites. Alors le barème des indemnités kilométriques maintenant, comment ça fonctionne? Bon, vous le connaissez tous plus ou moins, hein. Si vous avez été salarié, c'est le même pour les salariés et les dirigeants. Donc ça dépend, vous le voyez, de deux variables, la puissance du véhicule, 3 chevaux, 4 chevaux, 5 chevaux, 6, 7 chevaux. La plupart des véhicules sont à 4, 5 chevaux aujourd'hui. Et la distance parcourue sur une année. Donc jusqu'à 5000 km, eh bien vous avez la formule de calcul qui est telle qu'elle apparaît dans le tableau. Entre 5000 et 20 000 km, il y a une deuxième formule de calcul. Et au-delà de 20 000 km, il y a une troisième formule de calcul. Pourquoi? Parce qu'en fait, plus vous allez faire de kilomètres, plus ça va être un peu dégressif, c'est-à-dire que vous le voyez par exemple pour véhicule de 4 chevaux, si vous faites moins de 5000 km, on va vous rembourser 0,52 €. Si vous faites plus de 20 000 km, on va vous rembourser 0,35 €. Donc il y a quand même une différence. Plus vous faites du kilomètre, moins la société peut vous verser des indemnités kilométriques. D'accord? Donc ce tableau, c'est assez simple. Voilà, j'ai mis un exemple en dessous. Vous faites 5000 km avec un véhicule de 5 chevaux, vous pouvez vous verser 2740 € par an. Pour 10 000 km, 4280 € par an. Donc vous voyez que c'est un peu moins quand même du double. Les indemnités kilométriques, c'est très simple. Les salariés comme les dirigeants. Un petit comparatif financier, vous allez voir, on va arriver vraiment au cœur du sujet et dans le slide suivant, vous allez tout comprendre, vous allez voir quel est votre intérêt à vous. Donc j'ai pris l'exemple d'un véhicule, vous faites 15 000 km par an, donc vous roulez quand même pas mal, hein, parce que les 15 000 km par an, il faut les faire. 15 000 km par an, ça fait presque 1500 km par mois, 1500 km par mois. Il faut avoir une activité. En général, les Parisiens, quelqu'un qui travaille à Paris, dont les clients sont à Paris, fait rarement plus que 2000 km par an. Néanmoins, vous avez le droit aussi d'utiliser votre véhicule pour aller vous rendre, pour aller voir un fournisseur, pour aller voir un client à Biarritz, je ne sais quoi, 2-3 fois par an. Bon, chacun fait un peu sa sauce à sa façon, mais voilà, bon, 15 000 km par an avec un véhicule 5 chevaux. Si la société, la valeur du véhicule est 12 000 €, c'est la société qui achète le véhicule. On l'amortit sur 5 ans, c'est-à-dire qu'on passe chaque année 2400 €, soit sous forme de remboursement d'emprunt, soit sous forme d'amortissement, ou un loyer, ou en crédit bail. Hein. Le mode de financement ne joue pas tellement dans l'arbitrage, vous allez le voir. L'assurance, 500 € par an, les frais d'entretien, 300, les frais de carburant, bon, 1050 €, et les intérêts d'emprunt, 120 €. Tout ça, ça fait 4370 € par an si la société est propriétaire et elle est dans ce qu'on appelle les frais réels, c'est-à-dire que c'est elle qui porte les charges du véhicule. Si maintenant vous versez pour le même véhicule des indemnités kilométriques, vous voyez que vous pouvez vous verser un peu plus, 5 820 € pour 15 000 km en se référant au tableau qu'on a vu juste avant. Donc vous voyez que dans ce cas-là, il y a quand même un gain d'à peu près 1500 € en se versant des indemnités kilométriques. Alors voilà, bon, j'ai essayé de résumer dans un tableau, en fait, le coût, le montant des indemnités kilométriques. Vous allez voir, c'est très simple. Donc, vous avez en bas le nombre de kilomètres parcourus, d'accord? 10 000 km parcourus, 20 000 km, 30 000 km. La courbe rouge, ça correspond aux indemnités kilométriques, au montant des indemnités kilométriques que vous pouvez vous verser en fonction du nombre de kilomètres que vous avez parcourus. Vous voyez, c'est assez simple. Donc évidemment, la courbe, elle augmente. Plus vous faites de kilomètres, plus ça monte. Et puis en vert, vous avez le coût pour l'entreprise si elle en est propriétaire. Si l'entreprise est propriétaire du véhicule, vous voyez le coût. Et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que, supposons que vous fassiez très très peu de kilomètres, par exemple 100 km par an, le coût pour l'entreprise, il change pas beaucoup, puisque c'est elle qui l'a acheté, elle paie l'assurance, il y a plein de coûts fixes en fait. Frais d'entretien, l'assurance, l'amortissement. Bon. Donc, vous voyez tout de suite que si vous faites très très peu de kilomètres, vous avez tout à fait intérêt à ce que ce soit la société, votre entreprise, qui soit propriétaire du bien
du véhicule. D'accord? Si au contraire vous en faites beaucoup, vous allez voir que les indemnités kilométriques, ils vont dépasser le montant des frais réels. Et à ce moment-là, vous avez tout à fait intérêt à vous verser les indemnités kilométriques, c'est-à-dire à vous verser en fonction du kilométrage parcouru des indemnités kilométriques. Donc vous voyez avec cette courbe en fait qu'il y a un point d'équilibre, c'est-à-dire il y a une distance à peu près vers laquelle les deux se valent. D'accord? Mais moins vous faites de kilomètres, plus l'écart est en faveur de l'entreprise qui doit être propriétaire, et plus vous faites de kilomètres, plus vous avez intérêt à vous verser des indemnités kilométriques. Alors en fait, là, on simplifie énormément les choses, mais ce que vous devez comprendre, c'est que quelle que soit la puissance fiscale, puisque les indemnités kilométriques, elles dépendent de la puissance fiscale, quel que soit le prix d'achat, vous aurez toujours cette courbe qui va jouer. Donc c'est à vous de faire un peu vos calculs en fonction du nombre de kilomètres que vous parcourez. Voilà. Mais sachez que si vous parcourez moins de 5000 km, vous avez clairement intérêt à ce que ce soit votre entreprise qui soit propriétaire. Si vous roulez plus de 15 000 km par an, vous avez clairement intérêt à vous verser des indemnités kilométriques. C'est entre les deux, entre 5 et 15 000, que ça va être plus équilibré et que l'avantage sera moins fort. D'accord? Donc voilà, par cette courbe, normalement, j'espère que vous aurez compris et que ça vous paraîtra simple et vous comprenez la logique. Après, c'est à vous de faire vos calculs, vos simulations, parce que la difficulté dans cet exercice, c'est que vous devez faire le choix normalement une fois pour 3 ans ou pour 4 ans. Or, le nombre de kilomètres, vous ne connaissez pas toujours. Voilà. Donc, ça demande de se projeter, de faire des simulations et en fonction de vos chiffres, de trancher. Puis si au final, vous circulez plus, tant mieux. Si vous circulez moins, ça peut aussi un peu changer la donne. Mais gérer, c'est prévoir. Donc, il y a un moment, il faut se positionner, il faut poser les chiffres et choisir. Je respire un coup et j'en profite pour lire vos questions. Est-ce qu'il y a un plafond d'indemnité pour les indemnités kilométriques par an? Non, il n'y a pas de plafond. Si vous parlez du nombre de kilomètres, il n'y a pas de plafond. Il faut simplement se verser des indemnités kilométriques. Il faut que les indemnités kilométriques, c'est vrai, j'ai oublié de le dire, vous devez être capable de les justifier. D'accord? Dans le cadre d'un contrôle fiscal, j'en ai vu et revu des contrôles fiscaux. Systématiquement, le contrôleur vous demande, si vous êtes versé des indemnités kilométriques, à justifier tous vos déplacements. Donc en général, il faut faire un tableau avec le nom des clients, le nom des fournisseurs, le nom des prospects, la distance entre votre domicile, enfin entre le siège de la société et le siège de votre client, et vous mettez le nombre de kilomètres, et puis vous faites tous vos calculs. N'y allez surtout pas de façon forfaitaire. On ne se verse jamais des indemnités kilométriques de façon forfaitaire. Ça, c'est redressement fiscal garanti. C'est-à-dire de se verser, par exemple, 2 000 € d'indemnité kilométrique en disant, bon, 2 000 €, allez, c'est la moyenne. Surtout pas, le fisc n'aime pas ça du tout. Donc, idéalement, il faut le faire tous les trimestres ou éventuellement 2 fois par an tous les semestres. Vous pouvez tenter 1 fois par an, mais il faut vraiment que vous soyez capable d'expliquer et de justifier tous vos déplacements. Si vous êtes en frais réels, vous n'avez pas à le justifier. D'accord? Donc, voilà. Donc, j'ai oublié de vous le dire, mais potentiellement, ça peut avoir son rôle à jouer, c'est que si vous avez du mal à justifier, donc si vous faites des petits kilométrages, petites distances, encore une fois, c'est une raison qui vous poussera à choisir les frais réels, donc l'entreprise qui figure sur la carte grise. Et la taxe sur les autos d'entreprise. Eh bien, très bonne question, on va y arriver. Ne soyez pas trop impatients. Je vous ai préparé une slide là-dessus. Vous voyez, elle est là. La taxe sur les véhicules de société. Alors, sur les autos d'entreprise, voilà, c'est la taxe sur les véhicules de société. Elle a un peu changé de nom. Elle est due dans 2 cas. Alors, concentrez-vous bien, notez un peu parce que ça, c'est important.
Tout le monde est concerné. Et ça, il y a assez peu de gens qui le savent. Elle est due, comme son nom l'indique, par les sociétés qui sont propriétaires des véhicules particuliers. Donc il faut que sur la carte grise figure VP, véhicule particulier. Si c'est un véhicule utilitaire, vous n'avez rien à payer. Bon. Et la deuxième chose, c'est qu'elle est aussi due par les sociétés qui versent des indemnités kilométriques pour un montant qui dépasse 15 000 km par an. Donc ça, c'est important. Notez-le, c'est que si vous versez 15 000 km par an d'indemnité kilométrique, eh bien, vous allez devoir payer cette taxe. Et vous le voyez juste en dessous, le montant, il dépend de l'émission de CO2. Donc, c'est un peu une taxe écologique. Avant, c'était uniquement la puissance fiscale du véhicule. Maintenant, c'est le CO2. Et vous voyez que cette taxe, elle est très faible, 60 € par an pour un véhicule qui émet 60 grammes de CO2 au kilomètre. Ça se corse pour le double. Vous voyez que à 120 grammes, vous passez à 780. Et puis alors, si vous doublez encore, 250 grammes. Alors 250 grammes, on arrive dans les 4x4, des trucs un peu costauds. Mais bon, on voit pas mal, on en voit beaucoup à Paris, dans les campagnes aussi. Et ben voilà, 7 250 € par an. Alors là, ça fait quand même très très mal. 7 250 € par an. Et attendez, cerise sur le gâteau, cette taxe, c'est la société qui la paye, mais elle ne peut pas la déduire de son bénéfice imposable. C'est une taxe non déductible. Voilà, ça fait très mal. Ça fait très très mal, d'accord? Donc, si vous achetez un véhicule sur votre société, évitez les grosses puissances, véhicules pourquoi pas, hein, on en voit, véhicules de sport, gros 4x4 et compagnie, mais soyez très très vigilants parce que il y a cette taxe que vous devrez payer tous les ans. C'est pas comme la taxe, je sais plus comment elle s'appelle, la taxe qu'on paye au début lorsqu'on achète un véhicule. C'est la taxe verte. Il y a une taxe qu'on achète quand on achète un véhicule, on paye une taxe en fonction justement de l'émission également et de la puissance du véhicule. Celle-là, ça vient se rajouter. Ça, ce sera à payer tous les ans. Voilà. Donc, je lis une question. Et pour les autos de plus de 30 ans d'âge, dont on ne connaît pas le taux d'émission. Très bonne question, très bonne question. Alors, je crois qu'en effet, au-delà d'un certain âge, je crois que c'est 20 ans, on ne paye plus, elle n'est plus due, cette taxe. Alors ça, c'est un exemple intéressant. Merci pour ce témoignage, parce qu'on va en reparler des véhicules, justement, de très grosse puissance fiscale, grosse consommation d'essence, et qui présente un certain intérêt. Vous allez le voir, on va y revenir tout de suite. Donc la taxe sur les véhicules de société, ne l'oubliez pas, parce que elle fait potentiellement très mal, et elle n'est pas forcément... C'est pas forcément un sujet d'arbitrage, puisque si vous êtes un gros rouleur, eh bien vous devrez la verser dans les deux cas, que vous soyez propriétaire vous du véhicule ou votre société. D'accord? Donc les points de vigilance. Alors, d'autres points à connaître, c'est que fiscalement, si votre entreprise possède le véhicule, elle ne peut déduire fiscalement qu'une partie du prix d'achat. D'accord? Maximum 30 000 € et minimum 9 900 €. Ça, c'est la valeur du véhicule, et le montant que je viens de vous citer, c'est la base fiscale déductible, qui n'est pas déductible la première année lorsque vous achetez le véhicule, mais qui va être déductible étalé sur 5 ans. Donc, par exemple, si c'est 30 000 €, si vous bénéficiez de la base amortissable maximum, supposons que votre véhicule ait coûté 50 000 €, eh ben, vous pouvez déduire 30 000 € parce que c'est un véhicule électrique, par exemple, ou hybride, parce que les électriques, le plafond est encore plus élevé. Donc, si c'est un véhicule hybride, eh bien, vous pourrez déduire 30 000 € à raison de 6 000 € par an. D'accord? Voilà. Bon, maintenant, si c'est un véhicule qui dégage beaucoup de CO2,
le maximum que vous pourrez déduire, c'est 9 900 €. Donc, si vous prenez la dernière Porsche 991, je ne sais plus quel numéro ils en sont, peu importe, ou vraiment la grosse voiture de sport qui est au-dessus des 250 mg de CO2, eh bien, vous ne pourrez déduire que 9 900, alors que le véhicule vous aura peut-être coûté 10 fois ce prix-là. D'accord ? Les véhicules utilitaires, on n'en a pas parlé. Véhicule utilitaire, c'est quoi? Eh bien, c'est un véhicule qui n'a que 2 places. D'accord? Donc, a été conçu pour du transport plutôt de marchandises. Sachez, vous le savez, vous l'avez vu, la plupart des commerciaux roulent dans des véhicules de tourisme, type Clio et autres, Mégane et je ne sais quoi, avec les sièges enlevés derrière. Donc, ces véhicules-là, il n'y a aucune contrainte, il n'y a pas de taxe, et en plus, ils récupèrent la TVA. C'est pour ça que dans les grandes boîtes, tout le monde a un véhicule. C'est pas des véhicules de fonction, c'est des véhicules qu'on appelle utilitaires, même si souvent, parfois, aménagés, eh bien, ça permet de passer un véhicule confort, un véhicule particulier, de transformer en véhicule utilitaire. Il y a pas mal de gens, vous lirez si vous regardez, si vous vous intéressez au sujet, il y a des passionnés qui travaillent là-dessus. Il y a des garagistes qui ont des offres un peu étonnante là-dessus, c'est-à-dire qu'en fait, ils dessoudent les sièges arrière et ils transforment en utilitaire pratiquement n'importe quel véhicule de tourisme, véhicule classique. Voilà. Et sachez, on ne me pose pas la question, mais je vous la donne, il y a des véhicules de sport qui n'ont que 2 places. Donc, est-ce qu'on peut prendre un véhicule de sport et considérer que puisqu'il a que 2 places, c'est un utilitaire? Eh bien, évidemment, non, puisque il n'y a pas d'espace pour transporter les biens et les marchandises. Mais les véhicules utilitaires, tous les avantages, aucun inconvénient, on récupère la TVA partout et il n'y a pas de taxe. Et puis alors pour les entreprises individuelles, petite focus là-dessus, parce que quand vous êtes en entreprise individuelle, c'est-à-dire en nom propre, vous avez la possibilité chaque année de changer l'option par rapport au véhicule. Chaque année, vous pouvez décider de vous verser des indemnités kilométriques et puis l'année suivante, de remettre la voiture au bilan et d'amortir et de passer en frais réels, etc. Voilà. Ça, vous pouvez pas le faire. Vous pouvez pas le faire si vous êtes en société, puisque la carte grise, elle est à votre nom à vous, ou elle est au nom de la société. Vous pouvez pas changer la carte grise tous les ans, ça vous coûterait une fortune, ce serait pas du tout intéressant. Par contre, quand vous êtes en entreprise individuelle, la carte grise, elle est à votre nom à vous. Il n'y a pas de société, il n'y a pas de nom de société quand on est en entreprise individuelle. C'est vous qui apparaissez sur la carte grise. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez d'une année sur l'autre. Le fisc le tolère. Bon, c'est mieux de rester un peu stable, mais sachez-le. D'accord? Donc, les entreprises individuelles, c'est un peu particulier. Une petite question. Puis-je prendre la voiture de ma compagne pour les indemnités kilométriques? C'est-à-dire que, oui, vous n'avez pas vous n'avez pas de véhicule, vous n'êtes pas propriétaire d'un véhicule, vous n'avez pas de véhicule à votre nom, vous utilisez pourtant un véhicule pour vos déplacements professionnels, c'est celui de votre conjoint. Est-ce que ça marche aussi? Eh bien, oui, il faut que ce soit rattaché au même foyer fiscal. Si vous êtes un jeune entrepreneur et que vous utilisez encore le véhicule de vos parents, ça marche si si vous êtes rattaché à leur foyer fiscal. Voilà. Donc, conclusion, et on revient à la remarque de Xavier. Vous allez voir sur la Jaguar XK 120, Jaguar type E coupé, c'est un break. Ouais, en effet. Et ça a plus de 30 ans. Est-ce que ça passe en utilitaire? Je m'attendais pas forcément à cette question. Non, ça passera pas en utilitaire. Parce que, pour que ça passe en utilitaire, il faut quand même que ça repasse au service des mines. Voilà. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait toutes vos modifications, vous le repassez au service des mines. Les mines, c'est pas le fisc. Donc eux, à partir du moment où il y a plus de siège derrière, où ils ont mis des crochets, eh bien, pourquoi pas. Mais dans le cas d'une type E,
ce sera un peu plus difficile. Une Type E, c'est vraiment une belle voiture. Je ne sais pas si vous en avez une, mais c'est magnifique. Ça a en effet une forme de break, mais ça ne passera pas. Alors, la Type E, justement, si vous en avez une, ça va correspondre à ça va correspondre à un des cas, justement, de la conclusion. Si vous faites peu de kilomètres et si le prix d'achat du véhicule est élevé, vous l'avez compris, véhicule neuf, vous avez intérêt à mettre la carte grise au nom d'entreprise. Si la puissance est élevée, le prix d'achat est faible, véhicule d'occasion, et si vous faites beaucoup de kilomètres, vous avez intérêt à vous verser des indemnités kilométriques. Je vous prends un exemple très simple. Donc, la Type E, ça va être son cas, sauf que elle coûte très cher, donc elle n'a pas un prix d'achat forcément très faible. Mais l'entrepreneur qui voudrait optimiser au maximum, qui voudrait se verser le maximum d'indemnités kilométriques en dépensant le minimum, qu'est-ce qu'il va faire? Il va acheter une vieille Mercedes de la fin des années 70 ou des débuts des années 80, une bête qui a 25 chevaux, 30 chevaux de puissance fiscale. Il va la trouver à 5 000 euros sur le bon coin et il va faire du kilométrage. Donc, il va se verser 5 000, 10 000, 15 000, 20 000 euros d'indemnité kilométrique alors que la voiture ne lui a coûté que 5 000 euros. Donc, il peut y avoir des stratégies d'optimisation fiscale qui passent par ce choix-là. J'achète vraiment un véhicule un peu pourri, ancien, grosse puissance, qui consomme beaucoup, et puis il a déjà 200 000 km au compteur. Le fisc peut pas savoir, je vous pousse pas à le faire, hein, mais le fisc peut pas savoir si vous avez à côté une petite Clio ou je ne sais quoi, quel véhicule vous avez utilisé pour faire vos déplacements. Donc vous avez tout à fait le droit d'avoir deux véhicules, une grosse pour votre activité professionnelle, c'est-à-dire un véhicule grosse puissance, vieille carte grise, et puis à titre personnel, une voiture un peu plus sexy, un peu plus moderne et moins puissante. D'accord? Voilà. Donc dans ce dernier cas, qui est le cas qui se rapproche le plus de la Type E, c'est vraiment les indemnités kilométriques qui l'emportent. Alors, une Vespa, dernière question, encore une question de Xavier. Une Vespa, si vous avez une Vespa à côté, ouais, tout à fait. Vous avez la Mercedes et une Vespa à côté. Vous pouvez aussi mettre la Vespa sur l'entreprise, c'est tout à fait possible. Vous pouvez avoir la Vespa à titre personnel. Voilà. Bon, l'idée aujourd'hui, c'était de vous donner des points de repère, des tendances, et de vous aider à choisir, à vous repérer par rapport à cette problématique. Hein. Donc, souvenez-vous, plus de 5 000, moins de 5 000, plus de 15 000, moins de 5 000, faut passer sur la société, plus de 15 000, faut être dans les indemnités kilométriques. C'est entre les deux que ça va être un peu plus indécis. Faites attention à la taxe sur les véhicules de société, potentiellement elle fait mal. Et si vous pouvez choisir un utilitaire, si vraiment vous voulez dépenser le moins possible, achetez un utilitaire, c'est-à-dire un véhicule professionnel. Vous récupérez la TVA, ça ne vous coûtera pas cher, il n'y a pas de plafond de déduction et vous pourrez passer tous vos frais sur votre entreprise. Les dernières questions. Frédéric, en résumé, LLD est une option intéressante versus achat ou indemnité kilométrique. Alors là, c'est un autre sujet, ça, c'est le sujet du financement. La LLD, la location longue durée, quand vous achetez un véhicule, vous avez le droit vous avez le choix entre 4 modes de financement: l'acheter cash avec le cash d'entreprise, l'acheter cash avec le cash de la banque, donc emprunté, vous mettre en crédit bail ou vous mettre en location longue durée. D'accord? Ça, c'est les modes de financement. Dans tous les cas, dans ces 4 cas, il n'y a pas d'indemnité kilométrique. On est à chaque fois dans le cas de la carte grise est au nom de l'entreprise, même si dans le cas du crédit bail ou de la LLD, elle reste au nom de l'entreprise qui est propriétaire jusqu'à la fin du contrat de la voiture, mais c'est un autre sujet, d'accord? Le mode de financement, c'est autre chose. Mode de financement, LLD, c'est top, c'est ce qu'il y a de plus cher. Vous avez tous les services qui sont inclus dedans.
Voilà, c'est un choix, j'allais dire, de confort. D'accord? Donc là, on était vraiment sur les sujets, non pas le sujet du financement, mais plus le sujet, est-ce que je passe en frais réels dans ma société, LLD, emprunt, etc., etc., ou est-ce que je passe les indemnités kilométriques? Voilà. Merci pour vos questions. C'est vrai que l'utilitaire, c'est très bien. Bon, je vais pas lire toutes les remarques des uns des autres. Bah, vous les voyez. Pour ceux qui nous voient en replay, il y a pas mal d'avis sur évidemment les utilitaires. Bon, c'est un sujet qui est très intéressant parce que c'est quand même, ça représente des sous. Et n'hésitez pas à me poser des questions directement par mail dans le groupe de la communauté des entrepreneurs si vous faites partie de mon groupe Facebook. Et sinon, par mail. À bientôt. Merci à tous. Bonne soirée et à très vite pour un prochain webinaire.